France Culture. Avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver toute cette semaine pour une série d'Avoir raison avec, consacrée à l'écrivain Jean Giono. Aujourd'hui, 5e et dernier épisode, Vérité et réalité importent peu. Tout au long de cette semaine, nous avons parlé du rapport singulier qu'entretenait l'écrivain Jean Giono avec la nature, de son éloge du monde paysan, de son engagement contre la guerre, mais aussi de la noirceur et de la violence dans certains de ses romans. Son œuvre nous est ainsi apparue riche, dense, foisonnante, tant sur le plan littéraire qu'intellectuel. Alors pour conclure cette série, il me paraissait intéressant de revenir avec mes invités sur deux notions qui parcourent l'entièreté de son œuvre et de sa vie. La question de la vérité, qui est toujours subjective pour Giono, et celle du réel, qui ne l'intéresse pas. Pour moi, la réalité est sans aucun intérêt. Je l'utilise dans ma vie quotidienne, oui. Mais pour mon écriture, j'ai besoin d'autre chose. J'ai besoin d'inventer absolument tout. Inventer absolument tout en partant de choses existantes, car seul Dieu peut inventer à partir de rien, tu comprends. On est forcé d'inventer à partir de quelque chose qui existe déjà. J'ai reçu des lettres qui me disaient, voilà deux cartes Michelin, voulez-vous marquer sur cette carte Michelin les emplacements où se passaient vos livres? Je les ai marqués, car en effet, ce sont à ces endroits-là que j'ai pensé lorsque j'ai écrit des livres. Mais pour ceux qui y vont, il ne faut pas qu'ils s'imaginent à les trouver dans les traces, dans mes pas, les traces exactes des livres, des choses qui sont décrites au livre. C'est une adaptation, c'est une transformation des choses vues par l'artiste. Bonjour Sylvie Vigne. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios d'ICI Occitanie. Vous êtes professeur des universités, vous dirigez le master de création littéraire à l'université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste de Jean Giono, de Julien Gracq et des littératures de langue française. Bonjour Anaëlle Ropars. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios d'ICI Men au Mans. Vous êtes professeur de lettres à l'université Bretagne occidentale et vous avez soutenu en 2022 une thèse intitulée Jean Giono, fragment d'une poétique, thèse qui a été publiée chez Classique Garnier en 2024. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Il est peut-être nécessaire avant tout de distinguer ces deux notions de vérité et de réalité qui ne doivent pas être confondues même si elles sont proches. Giono les mélangeait d'ailleurs parfois. Le réel, c'est ce qui existe, c'est ce qui nous entoure. La vérité, c'est ce qui provient de notre rapport au réel, un rapport qui est donc vrai ou faux si l'on caricature un peu. Nous allons d'abord donc nous intéresser à cette question du réel. Sylvie Vigne, on vient d'entendre Jean Giono, c'était en 1965 sur France Culture, nous dire assez explicitement que le réel n'était pas quelque chose qu'il cherchait à retranscrire dans ses livres. Tout à fait, donc le terme réaliste ne lui convient pas, il est assez cruel d'ailleurs quand il parle de Zola et de ses émus, mais il emploie une fois, mais avec toute son ironie, c'est dans Noé. J'ai une vision du monde, je suis le premier, parfois le seul à me servir de cette vision, au lieu de me servir d'une vision commune. Ma sensibilité dépouille la réalité quotidienne de tous ces masques, et la voilà telle qu'elle est, magique. Et il ajoute avec un clin d'œil évidemment, je suis un réaliste. Donc évidemment, on ne peut que remarquer la proximité entre réalité et magique. Donc on pense d'ailleurs au réalisme magique façon Gabriel Garcia Marquez, et surtout cette façon donc très personnelle de s'approprier les choses pour les transformer, les pétrir. C'est son verbe fétiche. Il refait en fait le monde parce que comme Flaubert, il trouve que la vie telle qu'elle, c'est d'un immense embêtement. Et donc la phrase aussi dans Triomphe de la vie qui me paraît très très significative, c'est pour que l'homme supporte le fait que le monde a été créé, il est obligé chaque jour, parfois chaque heure, à tout moment, de refaire en lui-même la création du monde. Donc c'était ambitieux, mais ce n'était pas juste pour le créateur, donc écrivain, pour chaque homme. Selon lui, il y a cette nécessité. Donc la réalité, c'est une donne, on ne peut pas la nier, mais elle est a priori très peu intéressante si on n'y ajoute pas son grain de sel. Anaëlle Ropars, il y a beaucoup d'exemples qui témoignent de ce besoin chez Giono de justement constamment s'affranchir du réel. Il y a un cas qui l'illustre bien, c'est son essai, qui n'est pas forcément une de ses œuvres les plus connues, son essai « Le désastre de Pavie » qu'il publie en 1963. Oui, en effet, cette œuvre est intéressante pour ce qui est de la recréation du monde, puisqu'il s'attaque ici à un domaine qui, a priori, a tout à voir avec le réel, à savoir l'histoire.
Et dans Le désastre de Pavie, malgré toute la documentation que Giono a réunie, malgré donc le travail d'historien qu'il a accompli, il s'affranchit au fond de la réalité de l'histoire pour créer, non pas de toutes pièces bien sûr, puisque les noms, les lieux, les dates sont réels, mais pour créer de vrais personnages romanesques et toute une histoire romanesque qu'il a appelée Le désastre de Pavie, qui est rentré dans une collection historique, où Giono assume tout à fait son statut de romancier, allant jusqu'à dire que l'histoire, au fond, est une histoire de romancier. C'est le cas pour Le désastre de Pavie, mais au fond pour de nombreuses œuvres dont le genre littéraire, a priori, est très proche du réel. Les récits de voyage, par exemple, le voyage en Italie, le voyage en Espagne, sont là aussi des transformations du monde que Giono propose au lecteur. Il ne faut pas s'attendre à avoir un récit de voyage dans l'un et l'autre cas classique. C'est vraiment Giono qui montre sa vision du monde. Même chose pour les récits autobiographiques. Là aussi, il ne faut pas s'attendre à voir des autobiographies classiques. Jean le Bleu, par exemple, est une transformation de son enfance, où l'on retrouve des éléments, bien sûr, mais où Giono introduit également des personnages, des scènes de l'ordre du fantasme, mais qui, pour lui, sont plus vrais que le réel, parce que ils sont transformés donc en fonction de sa sensibilité. Giono avait écrit qu'il avait sciemment mis le foutoir dans la collection historique. Donc il y a tout son humour, toute son ironie. Donc il a, comme dit Anaëlle très bien, les bases, les dates, etc. Mais ensuite, il s'amuse, en particulier avec un ton qui n'a rien à voir avec un ton d'historien, avec des tonnes d'anecdotes improbables. Et il y a une émission absolument délicieuse où on le voit donc passer à la télévision et obliger donc le présentateur à tenir une carte sur laquelle il dessine la bataille de Pavie, mais donc vraiment avec des routes qui partent, on ne sait pas par où, on ne sait pas vers où, mais c'est pas grave, il continue comme ça. Et donc le présentateur tient une immense feuille, plus que A3, pendant un grand moment. Donc c'est sa façon aussi de se moquer du sérieux de certaines sciences et de certaines approches qu'il trouve trop sérieuses, justement, ce qu'il appelle les imbéciles à lunettes, en gros. On retrouve aussi, Sylvie Vigne, ce rapport ambigu de Jean Giono avec le réel dans son roman Le Hussard sur le toit, qui paraît en 1951. Pour Le Hussard sur le toit, il est parti également de vraiment beaucoup de documentation. Il a lu énormément, on le sait, donc c'est facile à vérifier. Mais ensuite, il n'a conservé finalement pour le choléra que ce qui était connu au XIXe siècle. Donc absolument pas, évidemment, les ouvrages modernes qu'il avait pourtant consultés. Et il a exagéré sciemment tous les symptômes. Il en a inversé d'ailleurs quelques autres, donc en créant son choléra. Alors pourquoi justement Jean Giono est-il toujours même sur un sujet historique, donc que ce soit la bataille de Pavie ou là ici le choléra sur un rapport plutôt scientifique, pourquoi est-ce qu'il cherche constamment à recréer le monde entre guillemets ? Parce que le monde tel quel ne lui convient pas, ne lui suffit pas, et que pour lui, le monde c'est de l'ennui en expansion, qu'il faut absolument y remédier en s'attelant nous-mêmes à la tâche de le faire. Oui, il dit que la réalité le gêne constamment, et par là il faut entendre qu'en effet la réalité l'ennuie parce qu'elle est univoque, et Giono aime beaucoup le mystère, les passions, l'équivocité, et elle le gêne aussi au sens propre. Il explique que la vérité occupe une place et que cette place est prise. Donc pour écrire, pour inventer, il faut forcément se placer à côté. Et même si on vise l'imitation du réel, ce que ne fait pas Giono de toute façon, eh bien on est forcément à côté. Donc Giono, lui, assume ce parti pris. Il parle du parti pris du fait inventé, et il invente. Il invente tout, donc, pour recréer à chaque fois cette réalité personnelle. Oui, sa réalité, elle est presque au-dessus plutôt qu'à côté, d'après ce qu'il nous raconte dans Noé. Le monde réel est là, autour de lui, il voit sa fille dans le jardin, il y a son bureau avec ses chevaux mongols, etc. Mais juste au-dessus, superposé, il y a son monde à lui, avec Langlois et Monsieur V, tous les personnages donc qui vont se croiser ensuite dans son roman. Donc il a besoin d'un contre-monde qui est en même temps quelque chose qui surmonte le monde
Le monde lui sert de base, parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais il a absolument besoin de le transformer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va le faire justement avec, pourrait-on dire, les critères de la réalité, c'est-à-dire qu'on y croit à ce contre-monde et à cette réalité parallèle. Il n'a pas été séduit, par exemple, par les propositions surréalistes. Il va vers le surnaturel dans un roman qui est Fragment d'un paradis, en 1944, mais sinon, ses chroniques, par exemple, ne serait-ce que par leur nom, montrent qu'il va vraiment proposer une réalité aussi solide, et il le dit même plus solide que la réalité commune. Et le concret, c'est extrêmement important pour lui, donc ça rejoint ce que vous dites. Annelle Repars, est-ce qu'on peut dire aussi que ce rapport singulier au réel, il peut témoigner de ce qu'est l'écrivain pour Jean Giono, c'est-à-dire un inventeur, un conteur, un fabulateur? Oui, tout à fait, et je dirais même un affabulateur, c'est-à-dire que l'invention est non seulement le devoir de l'écrivain, mais aussi son plaisir. Or, Giono écrit pour le plaisir, donc la surprise, la curiosité, tout ça va motiver l'écriture. Et il oppose d'ailleurs à ce statut, à cette fonction d'affabulateur, le statut du journaliste. Il a beaucoup critiqué des auteurs qui se réclamaient du roman, mais qui au fond n'étaient que des journalistes pour Giono. Par exemple, Hemingway, dont il dit que ses romans ressemblent cruellement à la réalité et manquent d'imagination. Donc, par opposition à Faulkner, qui est un modèle pour Giono, et qui, lui, invente vraiment sa réalité. Ce qu'il est aussi important de comprendre, Sylvie Vigne, dans ce rapport qu'a Jean Giono au réel, c'est que pour lui, ce rapport doit être basé sur de l'empirique, sur une expérience sensible du monde, plus que sur une connaissance, on va dire, scientifique. Tout à fait, il est très critique par rapport aux approches scientifiques ou même par rapport à la spéculation quand elle se fait vraiment trop complexe, en tout cas à ses yeux, quand on s'éloigne du monde sensible, tout simplement. Il dit par exemple que la vérité n'est pas du côté de l'intelligence, en tout cas pas du côté où les cheveux sont coupés en 4. Et il a aussi très souvent la formulation on ne peut rien connaître par la simple science, c'est un instrument trop exact et trop dur. Malgré toutes vos sciences d'imbéciles à lunettes, la vie vous l'a gâchée, avec l'idée même d'un mortier, à plaisir, dans un mortier infâme de boue et de crachats. Il me semble que si on faisait le calcul des occurrences du champ lexical de manière générale, de la réalité et de la vérité, il serait beaucoup moins important que celui de la joie et du bonheur. France Culture, avoir raison avec Jean Giono, Marceau Vassy. Mais entre ce qui se produit et ce qu'on imagine, il est bon pour le bonheur qu'il y ait une différence. Savoir la vérité n'a jamais servi à grand-chose. Il faudra bien qu'on s'en aperçoive un beau jour. Le bonheur est dans l'enchantement et non dans la vérité. Il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la vie et ce qu'est la mort. Il s'agit de bien vivre et de bien mourir. Et c'est loin d'être l'affaire de la vérité. Il est beaucoup plus intéressant d'habiter un monde où les comètes sont les chevaux de l'apocalypse qu'un lieu géométrique où elles sont les filles de Monsieur Barème. La connaissance d'un gouffre se fait par les échos. Les Chinois aimaient les comètes. Un fonctionnaire spécial s'occupait d'elles, non pas pour en déterminer le poids, la densité, la vitesse, le sens de la course, mais pour renouveler à chacune d'elles le catalogue de leurs appellations et de leurs images. Une telle qui précédemment avait été fleur de courge était cette fois-ci cascade dans la montagne. Si par contre on me dit que la comète que nous venons d'avoir est fonction de alpha égale cosinus delta sur 4pi, cette formule ne signifiera vraiment quelque chose que si j'ignore totalement la signification des termes qui la composent. Si j'arrive à imaginer qu'alpha, cosinus, delta et pi sont des arbres, des oiseaux, des vents ou des variétés d'écume de la mer, le monde sera monde. Sinon, je donne aux termes de cette formule leur sens mathématique exact. Je n'en saurai pas plus long, personne n'en saura plus long, et ce sera l'ennui à brève échéance.
C'était un extrait de l'article « Le sel de la terre » tiré du recueil « Les trois arbres de Palzem », lu ici par Nicolas Berger. On entend bien dans ce texte, Annelle Ropars, ce que nous disait tout à l'heure Sylvie Vigne, c'est-à-dire que pour Jean Giono, ce rapport scientifique au réel retire une certaine beauté, une certaine poésie au monde. Oui, tout à fait. Il le disait également dans son essai sur Virgile. Dans les années 40, il parle de la fonction du poète et il dit on veut des poètes avec les stigmates des grandes écoles, moi je les veux avec les stigmates de la vie. Et il dit aussi les poètes doivent être agrégés en soleil, ils doivent faire l'amour, l'ivresse, la joie plutôt que faire Cambridge, Yale ou la Sorbonne. Donc c'est vraiment bien montré que le poète puise son inspiration dans la vie et doit faire l'expérience de la vie et non pas donc en effet aller vers les théories, la phraséologie intelligente et les écoles, voilà, les écoles littéraires. Il valorise vraiment le cerveau droit, c'est-à-dire l'hémisphère droit du cerveau qui est censé être le siège de la créativité, de l'imagination, des pensées, des émotions, aux dépens de l'hémisphère gauche qui est censé être le siège du raisonnement logique, même s'il est tout à fait capable de raisonner logiquement. Sa préférence va là, et dans l'extrait que nous avons entendu, évidemment, on peut penser aussi à son Orion fleur de carotte, donc dans Que ma joie demeure, hein, et la façon dont il peint le cosmos, c'est absolument pas scientifique, mais c'est enchanté. De même, on peut parler même de cosmogonie sous sa plume. Sylvie Vigne, j'aimerais à présent continuer sur l'autre versant de l'émission, c'est-à-dire la question de la vérité dans l'œuvre de Jean Giono. Là aussi, son rapport avec cette notion est pour le moins singulier. Notamment, il n'avait aucun mal à dire à son biographe Pierre Citron qu'il se considérait lui-même comme un menteur. Effectivement, le mot menteur est vraiment valorisé dans sa correspondance comme dans ses œuvres. Quand vous m'avez donné le titre de l'émission, donc avec le mot vérité et le mot Giono, j'ai pensé tout de suite à Voyage au bout de la nuit, donc quand Bardamu dit qu'il est dans la vérité jusqu'au trognon, donc pour dire que si on n'ajoute pas l'imaginaire, si on n'ajoute pas le mensonge, on se retrouve fait comme un rat finalement. Et j'ai pensé aussi au recueil de nouvelles L'amour est très surestimé de Brigitte Giraud. Je pense que pour Giono, la vérité est très surestimée. Il dit d'ailleurs clairement qu'elle ne vaut pas donc l'enchantement. Et quand il parle de la vérité, les rares fois où il en parle, moi j'ai trouvé que c'était plutôt synonyme de ce qu'il appelle le fond des choses dans Noé. Donc c'est pas du tout la vérité au sens habituel et factuel. Ce rapport ambigu de Jean Giono à la vérité et au mensonge, Sylvie Vigne, il apparaît en fait dès les débuts de l'œuvre de Jean Giono, c'est-à-dire dès le premier roman qu'il achève, Naissance de l'Odyssée, en 1926, même s'il le publiera un peu plus tard, en 1930, mais dès ce premier livre, il y a les prémices de ce rapport à la vérité. Tout à fait. Donc, dans Naissance de l'Odyssée, on a affaire à un Ulysse qui n'a pas fait la guerre de Troie, qui n'a été capable de montrer ni du courage physique ni de la ruse, mais qui a écrit l'Odyssée, ce qui n'est vraiment pas rien. Donc, tout est sur ce mensonge, invention, qui va complètement enchanter le monde. Et il me semble que dans Colline, on a encore un peu ça, même si Janet est un personnage très peu sympathique. C'est lui qui a la parole poétique, en plus du narrateur. Et donc, c'est lui qui va proposer une vision du monde que les autres finissent par adopter à leur corps défendant, tellement elle est justement crédible dans sa poésie. Donc Janet est loin d'être un personnage sympathique, c'est même le moins sympathique de Colline, mais à part le narrateur, c'est le seul à avoir une vision et un langage de poète. Il va personnifier la nature comme si elle obéissait vraiment au dieu Pan, tout-puissant, donc cruel et magnifique. Et donc voilà un passage qui, à mon avis, esquisse même une cosmogonie. C'est fort un arbre, ça a mis des 100 ans à repousser le poids du ciel avec une branche toute tordue. C'est fort une bête, surtout les petites. Ça dort tout seul dans un creux d'herbe, tout seul dans le monde, tout seul dans le creux de l'herbe, et le monde est tout rond autour. Pour Jean Giono, il n'existe donc pas de vérité unique, mais plutôt des réalités possibles qui varient selon le point de vue. C'est un procédé que l'on retrouve dans plusieurs de ses romans, Annelle Ropars.
Oui, en effet, Ulysse est le premier menteur de l'œuvre de Giono, mais Giono ne va cesser de décliner ensuite ce mensonge-là à travers des personnages et à travers des narrateurs. Il va pousser donc le mensonge jusqu'à en faire un art du récit. La plus radicale de ses propositions, c'est évidemment Les âmes fortes, en 1949, lorsque plusieurs narratrices donnent leur version contradictoire d'une même histoire. Et jusqu'au bout, on ne sait si Thérèse, le personnage principal, est un ange de vertu et d'innocence ou alors une manipulatrice diabolique. Donc le mensonge devient un véritable art poétique jusqu'à donc renouveler ici l'art du roman. Et donc c'est le cas dans Les âmes fortes, mais c'est le cas dans d'autres chroniques, par exemple dans Le Moulin de Pologne, où on apprend à la toute fin du roman que le narrateur n'est pas fiable, le fameux bossu qui attend donc la fin du récit pour informer le lecteur qu'il est bossu et que donc peut-être il est la victime de tous les autres personnages et aura transformé donc la réalité pour se faire bien voir par le lecteur. Voilà, et d'autres personnages et d'autres narrateurs comme ça de l'œuvre de Giono montre au fond que la vérité n'existe pas et que le roman ne peut que transmettre une vérité sous caution, sous la caution du narrateur et au-delà sous la caution de Giono, puisque ce sera toujours sa vérité personnelle, sachant que d'une œuvre à l'autre et d'un auteur à l'autre, on a accès à une autre forme de vérité. Oui, l'exemple sans doute le plus emblématique où le mensonge se mêle à la littérature et à la vie de Jean Giono, c'est L'homme qui plantait des arbres. Alors, on a déjà parlé dans le premier épisode de cette série de ce très court texte, sur la question de la nature. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est l'autour de l'œuvre. Anaëlle Ropars, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi est-ce qu'elle est liée au mensonge ? Eh bien oui, cette histoire est très intéressante et très emblématique du rapport de Giono à la vérité. Giono répond à une commande d'un journal américain, le Reader's Digest, pour raconter l'histoire du personnage le plus extraordinaire qu'il aura rencontré. Et donc Giono se lance dans le récit de la vie d'Elzéar Bouffier, cet homme qui à lui tout seul fait renaître une forêt en Haute-Provence. Le journal, absolument touché par cette histoire, envoie un enquêteur sur place pour en savoir plus sur Elzéar Bouffier. Giono se prend au jeu, renvoie l'enquêteur vers des personnes censées avoir connu Elzéar Bouffier et évidemment l'enquêteur se rend compte de la supercherie et en veut beaucoup à Giono. La nouvelle ne sera pas publiée finalement par ce journal mais dans Vogue. Giono a toujours été très amusé par cette anecdote. Finalement, c'était une occasion pour lui de rappeler que il ne fallait pas demander à un romancier de parler du réel, puisque c'était tout simplement se tromper sur le métier même de l'écriture. De même que lui demander donc de faire un texte historique sur le désastre de Pavie. C'était s'exposer au même genre de réponse amusée et très romanesque. Cela justement, Sylvine, ça témoigne bien aussi de la conception qu'a Jean Giono de la vérité, c'est-à-dire que pour lui, la vérité n'est pas tant une affaire de vérité au sens factuel du terme, mais c'est plutôt des vérités plus existentielles qu'il faut aller chercher, qu'il faut trouver dans ses livres. Oui, à ce moment-là, on peut penser vraiment au titre « Les vraies richesses ». Là, il y a une idée de vérité, mais qui n'est pas factuelle, effectivement. Il va chercher ce qui donne du goût à la vie, le sel de la terre, comme vous le citiez tout à l'heure. Et autrement, j'ai trouvé un extrait vraiment intéressant, inédit, où Giono explique sa formation en évoquant des personnages de son roman à forte dimension autobiographique, donc Jean le Bleu. Ma jeunesse, je me suis fait avec le berger Massot, la flûte et le violon de Décidément et Madame la Reine, et Francesco Oripano m'a donné le goût du mensonge, cet arc-en-ciel jeté par le poète que tout le monde voit, qui n'existe pas et qui illumine les prés plus lourdement que le soleil. Oui, et cette image de l'arc-en-ciel, d'ailleurs, du mensonge comme un arc-en-ciel, il la réutilise dans Le Dernier Visage, donc une nouvelle publiée dans L'Eau Vive. Et donc c'est une image qui manifestement disait beaucoup puisqu'il l'a réutilisée. Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Sylvie Vigne, entre le relativisme affiché par Jean Giono vis-à-vis de la vérité et le ton justement assez dogmatique qu'il peut avoir parfois? Je pense notamment à ses essais et à ses lettres des années 30 où là pour le coup il est très engagé pour montrer sa vérité et pour montrer qu'il faut croire en sa vérité et en son rapport au monde. Oui, en général, la critique gionienne déplore un peu qu'il se soit pris
pour un gourou à cause du très grand succès qu'il a eu donc pendant l'entre-deux-guerres. Et c'est lui aussi qui le regrette très clairement, qui dit qu'il a été égaré par ses admirateurs qui l'ont entraîné donc sur une pente qui n'était pas la sienne, où en fait il voulait partager. C'est vraiment ça pour lui. Même quand il ment, de façon générale, c'est pas pour se tirer d'affaire, c'est pour ne pas décevoir. C'est vraiment quelque chose d'essentiel pour lui. Et donc là, ça faisait partie un peu de cet effet. Il a trouvé comment chasser le bonheur, comme il dit, et il essaie de faire partager ce savoir donc à ses lecteurs. Mais le ton, à ce moment-là, est celui un peu d'un donneur de leçons, tout en gardant la poésie magnifique de sa prose. Mais à ce moment-là, effectivement, on peut avoir l'impression qu'il croyait détenir la vérité. Et c'est évidemment pas le cas, il en est tout à fait conscient. Oui, il faut en effet comprendre probablement son refus de l'engagement, son refus radical, après la Seconde Guerre mondiale, justement par les mauvais tours que lui a joué ce statut de prophète auprès de la jeunesse dans les années 30. Il y a un autre livre qui est révélateur du rapport de Giono avec la vérité. C'est son récit Notes sur l'affaire Dominici, qu'il publie en 1955. Alors c'est un livre dans lequel il revient sur une affaire judiciaire qui avait fait grand bruit à l'époque. En 1952, une famille de vacanciers anglais est assassinée dans les Alpes de Haute-Provence. C'est un procès qui est très suivi à l'époque. Et Annelle Ropars, Jean Giono s'en empare, mais là encore d'une manière plutôt originale. Oui, alors là aussi, c'est tout à fait paradoxal de s'adresser à un romancier pour faire le reportage d'un procès. Et Giono, là aussi, donc déjoue les attentes, c'est-à-dire que plutôt que de faire une véritable enquête sur la vérité de cette affaire, eh bien, il va faire une étude des caractères, à entendre comme des caractères romanesques. Donc, il va être tout à fait fasciné par les différents protagonistes du procès et s'intéresser donc non seulement à la capacité à mentir des accusés, mais aussi à leur langage et donc à la manière dont le mensonge peut se faire jour à travers le choix d'un vocabulaire particulier ou en l'occurrence ici d'un manque de vocabulaire qui finalement va conduire à la condamnation des accusés, puisque Giono conclura finalement que la vérité, il ne dira pas jusqu'à dire qu'elle n'existe pas, mais il est impossible de la trouver. En revanche, avec un beau langage, avec plus de vocabulaire, les accusés s'en seraient tirés avec un acquittement. Oui, il a vraiment parlé d'une bataille de langage, essentiellement, avec des exemples qui font effectivement froid dans le dos, comme le moment où le patriarche de Dominici, donc à qui on demande s'il est allé à un endroit, ne comprend pas vraiment la question et dit je suis pas été dans l'allée. Donc le verbe, il avait cette façon de parler en décalage complet évidemment avec ceux de l'accusation, donc ça a forcément joué un rôle et pour Giono c'est le rôle essentiel effectivement. Une toute petite dernière question, qui est un peu qui est peut-être un peu anachronique, mais la question de la vérité est au cœur de beaucoup de débats aujourd'hui, notamment autour de l'intelligence artificielle, autour des fake news. Est-ce que lire Jean Giono permet aussi de peut-être prendre de la hauteur sur ces débats, justement, sur ce rapport à la vérité et à la réalité? C'est vrai que c'est une question intéressante parce que on peut parler d'un relativisme dans le cas de Giono, puisque lui-même affirme très tôt, il n'y a ni vérité ni mensonge. Mais en revanche, Giono ne verse jamais dans le nihilisme, c'est-à-dire qu'il n'existe pas de vérité commune, mais il existe une vérité intérieure, une vérité subjective. Et Giono donc pourra affirmer qu'il a passé son temps à mentir à travers ses œuvres, mais sans tricher ni truquer, puisqu'il sera resté fidèle à sa vérité intérieure. Donc c'est la fidélité à soi, la sincérité qui deviennent des valeurs absolues, si bien qu'il y a bien une vérité. On n'est pas du tout dans le nihilisme vers lequel on peut tendre aujourd'hui en niant tout concept de vérité. Merci à toutes les deux, Sylvie Vigne et Annelle Ropars, d'avoir participé à cette émission. Merci aussi aux studios d'ici Occitanie et d'ici Maine d'avoir rendu cette liaison possible. C'était le 5e et dernier épisode d'Avoir raison avec Jean Giono, une émission réalisée par Vanessa Nadjar avec à la prise de son Bruno Mourlan. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres de la série sur le site de France Culture ainsi que sur l'application Radio France. À bientôt.